Eh bien, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette dernière session de Cité Philo et je remercie les organisateurs de nous avoir permis de partager avec vous un certain nombre de nos préoccupations. Alors, nous allons ensemble réfléchir à partir d'un livre qui est paru cette année, au tout début de l'année, qui s'appelle « Refus et refusés d'école ». Alors, c'est un livre d'universitaire qui est le résultat d'un colloque que l'on a organisé à Amiens en 2017. Vous voyez, il y a toujours un temps de latence pour que les choses se fassent. Organisé par un centre de recherche que je dirige actuellement, qui est le Centre annémois de recherche en éducation et en formation, et par une association professionnelle sur l'histoire de l'éducation. Donc, pendant ce colloque et dans ce livre, des historiens, des sociologues, des enseignants en sciences d'éducation, des politistes, principalement de France, sont venus débattre sur une question, à Amiens, au Logis du Roi d'ailleurs, sur une question assez vive, c'est celle des gens qui refusent l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mais aussi ceux qui sont refusés par cette école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Nous avons voulu lier les deux aspects. Donc, alors, je précise une chose, hein, c'est un ouvrage universitaire, ce n'est pas un ouvrage militant, au sens où il s'agirait de défendre une cause. Nous n'avons pas de cause à défendre, ce n'est pas notre rôle d'universitaire. Il s'agit d'éclairer, de donner à comprendre, d'ouvrir des fenêtres d'interprétation les plus objectives possibles, les plus fondées possibles, avec une argumentation. On s'appuie sur des preuves, des enquêtes, des traces du passé qu'on a pu découvrir dans les archives, dans des témoignages d'acteurs. Ensuite, il appartient, nous semble-t-il, aux acteurs, d'abord par exemple aux acteurs institutionnels, mais évidemment aussi aux acteurs associatifs tels que le Cardan, d'en retirer s'ils estiment nécessaire pour faire évoluer et transformer les choses. Et nous n'avons pas pour mission première d'être ces acteurs qui transforment les choses, puisque nous sommes d'abord ceux qui cherchons. Notre travail, c'est aussi de faire état de ces recherches, et ça, c'est quelque chose qui nous paraît important, c'est de faire état de ces recherches qui sont financées par la puissance publique. C'est-à-dire, c'est votre argent qu'on a utilisé pour rendre possible ce colloque et ce livre. Et on doit vous en rendre compte. Et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui le mieux possible. Nous ne sommes au fond que des passeurs dont les recherches se nourrissent de la vie, parce que, quoi qu'on en dise, tout ce qu'on fait part de la vie, et des activités des personnes qui ont bien voulu nous en parler. Il nous appartient donc de vous restituer ce qu'on a pu faire grâce à vous, à la fois grâce au financement qu'indirectement vous nous avez apporté et grâce aux témoignages que certains ont bien voulu donner. Et c'est ce que précisément va faire Julien Caron. Julien, qui est maître de conférences en sciences d'éducation à l'Université de Picardie et qui enseigne à l'INSPE, c'est-à-dire l'institution qui forme les futurs enseignants ou conseillers principaux d'éducation. Il est, comme moi, spécialiste d'histoire de l'éducation et il va vous présenter en un petit quart d'heure l'ouvrage qu'on a publié, qui a été coordonné avec un collègue de Caen, Youn Michel. Eh bien, je vais laisser sans plus tarder la parole à Julien afin qu'il vous présente le contenu de l'ouvrage et ensuite, comme ça a été annoncé par Myriam, je poserai un certain nombre de questions et vous pourrez aussi, notamment avec les gens du Cardan d'abord, réagir à ce qu'on va dire et alimenter le débat et enrichir notre réflexion par le même biais. Toi, Julien. Merci Bruno pour cette présentation. Bonjour à tous. Je vais en effet essayer de vous présenter pendant une dizaine de minutes le questionnement qui a été le nôtre dans cet ouvrage, en mettant en avant quelques points saillants.
Je pense que vous pouvez le voir à l'écran, je l'ai pris ici, cet ouvrage paru aux presses universitaires de Grenoble en début d'année 2020. Le questionnement qui a été le nôtre, qui a été d'abord, Bruno l'a rappelé, on est tous dans cet ouvrage spécialiste d'histoire de l'éducation. Le questionnement qui a été le nôtre, un questionnement d'historien, est pourtant en partie et bien souvent produit par le présent et les questions d'actualité. Et c'est aussi ce qui explique un petit peu la genèse de cette réflexion collective dans ce livre intitulé Refus et refuser d'école en France, donc dans une perspective de longue durée. Et le fil rouge qui a été le nôtre était en quelque sorte le suivant, du moins initialement, comment les structures éducatives, depuis que l'école est devenue une affaire d'État, c'est-à-dire depuis le 19e siècle, gèrent-elles les élèves en difficulté ou les élèves différents qui refusent les modalités d'éducation proposées, autant que l'école a pu les rejeter ou les marginaliser également finalement. On s'intéresse à la situation de ces élèves auxquels est refusée une scolarité, on va dire, dans les structures ordinaires de l'école. Et il nous a semblé aussi qu'il y avait un paradoxe assez étonnant avec l'obligation d'instruction imposée par la fameuse loi Ferry du 28 mars 1882, car malgré cette marginalisation et ce phénomène de refuser d'école, l'État a toujours affirmé, depuis le 19e siècle, une volonté très forte de contrôle sur les enfants qui échappaient finalement à l'emprise de l'école. C'est ce qu'un inspecteur d'académie à Amiens, en poste dans les années 1880, appelait les insoumis, pour qualifier ces élèves qui échappaient finalement à l'emprise scolaire, et qui n'est pas sans rappeler, alors dans un contexte totalement différent, pour désigner une réalité différente, mais ce n'est pas sans rappeler non plus le débat actuel sur l'obligation de scolarisation face à la question de l'instruction à domicile. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, parlait de petits fantômes de la République pour qualifier les enfants qui disparaissaient, selon ses termes, des radars de l'école. Ce n'est pas non plus sans rappeler une formule qui est celle d'un ministre de l'Instruction publique, Léon Bourgeois, qui dans les années 1890 parlait d'enfants hors la loi scolaire bien entendu, pour qualifier ces enfants qui échappaient finalement à la scolarisation. Alors, il y avait là finalement un sujet qui nous questionnait. Il y avait là également matière à un questionnement beaucoup plus large, ce qui peut apparaître comme une richesse, mais aussi une difficulté. On pourra en reparler parce que les acteurs sont très divers. Il n'y a évidemment pas que les élèves dont il était question, et on voulait surtout aussi dépasser l'image du mauvais élève ou du cancre et montrer qu'il y avait justement des stratégies très variables en fonction des acteurs, en fonction des intérêts très divers, toute une palette de motivations, de manifestations justement de ces refus d'école. Pour vous donner un exemple, le refus d'école peut aussi être un refus du principe même de scolarisation, refus de l'école telle qu'elle est, et déboucher sur la création de dispositifs alternatifs, parfois très marginaux, mais qui font encore le cœur de l'actualité et le cœur du débat. Donc, il nous a semblé qu'il fallait élargir finalement la réflexion à toutes les formes, à toutes les forces de résistance à la scolarisation et l'instruction, et même élargir le débat à ce qu'on peut appeler une critique de l'école, une critique de l'institution scolaire, et montrer un petit peu quelle était aussi la face cachée ou le côté obscur, pour reprendre une célèbre expression cinématographique, de l'école, qui n'est pas seulement l'histoire de ceux, c'est-à-dire des élèves qui refusent l'école, mais aussi l'école qui refuse un certain nombre d'élèves et qui marginalise donc un certain type d'élèves en tout cas. Donc on n'a pas eu non plus la prétention à l'exhaustivité, puisque un certain nombre de travaux, c'est vrai, avaient montré notamment les progrès de la scolarisation. Nous, ça a été un petit peu le côté inverse. Pas la prétention de l'exhaustivité, parce qu'on s'est concentré sur trois moments qui nous ont paru être des tournants dans l'histoire de l'éducation. Le premier, ça a été l'école de la Troisième République, un moment où
où la scolarisation est censée être généralisée à tous les enfants. L'autre moment, c'est celui qu'on qualifie en histoire de l'éducation de massification, de démocratisation. C'est dans les années, à partir des années 50, 1950, où les collèges, les lycées, en tout cas l'enseignement du second degré, accueillent plus massivement les adolescents. Et puis le dernier moment, ça a été le temps présent et donc les questions d'actualité. Et c'est peut-être ces questions-là qui peuvent nous interroger aujourd'hui. Il a été question notamment dans plusieurs chapitres de l'école privée hors contrat. On en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines, mais également de l'instruction à domicile. Et puis, on s'est beaucoup interrogé également sur la question du maintien de réussite ou d'échec scolaires différenciés non seulement entre catégories sociales, mais aussi entre territoires. Et on s'est intéressé à un territoire en particulier qui est le territoire picard et la Picardie. Et on s'est efforcé notamment de déconstruire une expression qui colle un petit peu à la peau des Picards, c'est celle de retard culturel picard. Et on s'est intéressé à travers ça à la question du retard scolaire ou de l'échec scolaire comme problème public dans un des chapitres de l'ouvrage. Et on a essayé de montrer comment la perception de difficultés scolaires spécifiques à la Picardie a conduit à créer une image, celle d'une population picarde qui serait réticente finalement à la scolarité ou à certains types de scolarité, comment cela avait pu orienter les politiques publiques et notamment les politiques régionales en matière d'éducation. Et on s'est efforcé aussi de montrer que le refus d'école ne venait pas forcément uniquement des Picards, mais pouvait aussi venir des acteurs chargés, acteurs représentants de l'État, chargés justement de conduire les politiques éducatives. Donc voilà sur les quelques pistes qui peuvent orienter le questionnement sur ces questions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus... il y a une autre notion beaucoup plus englobante sur laquelle on pourrait revenir également, qui est celle de décrochage scolaire, qui a été également sujet à certaines critiques sur lesquelles on pourra revenir également dans le débat qui va suivre. Voilà, je te remercie, Julien, pour ce propos liminaire qui permet d'éclairer un peu la dynamique d'ensemble du livre. Alors, on va procéder donc à un échange. Moi, je vais peut-être commencer par une question, et puis après, les personnes du Cardan, s'ils le souhaitent, pourront aussi à leur tour poser une question, et puis j'en prendrai une, etc. Ce serait bien qu'il y ait un petit peu un mélange des deux. Alors, la question que je vais te proposer, que tu as répondu en partie, mais ça serait bien que tu reviennes un peu plus en détail. Est-ce que les refus et les refusés d'école, puisqu'on a essayé, comme tu l'as rappelé très clairement, de prendre en compte les deux aspects des choses, est-ce que c'est une question récente dans l'histoire de l'éducation en France? On parle d'école buissonnière, on parle d'absentéisme, on parle de refusés. Qu'en est-il exactement depuis la Troisième République dont tu as parlé avec l'école de la République, justement, qui a instauré, enfin qui a traduit légalement dans un texte de loi la question de l'enseignement, comment dirais-je, la possibilité de s'instruire en famille, l'instruction en famille, qui existait depuis fort longtemps, évidemment. Ce n'était pas nouveau, mais c'était plutôt utilisé par les aristocrates. Donc, est-ce que c'est nouveau, cette question-là, au fond? Donc, nous, on s'est emparé. Alors, la question, en effet, n'est pas nouvelle. C'est vrai que le vocabulaire de refus d'école peut paraître nouvelle. On a un petit peu cherché à conceptualiser. Mais ce qu'on a surtout cherché à montrer, c'est que le phénomène était relativement ancien. Et on s'est intéressé notamment, on a fait une mise en perspective historique depuis la fin du 19e siècle, parce qu'on s'est aussi posé la question de savoir à partir de quand on pouvait parler de refus d'école, et il nous a semblé qu'il était cohérent de parler de refus d'école à partir du moment où celle-ci
avait vocation à s'adresser à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a commencé au 19e siècle, même si on pouvait en percevoir quelques éléments, même hein, chez des collègues modernistes hein, qui ont évoqué la question, même pour des siècles plus reculés, hein, à partir du 15e, 16e siècle. Mais finalement, on se rend compte en effet que la question n'est pas nouvelle et que les refus comme les refusés d'école ont pu prendre des formes très différentes. Hein. C'est vrai que le premier phénomène hein, qui peut apparaître dans cette histoire et dans cet ouvrage, c'est la question de l'absentéisme scolaire, notamment au début de la Troisième République, hein, contrairement aux idées reçues, malgré l'obligation scolaire qui est imposée par la loi Ferry. L'obligation scolaire ne signifie pas la présence de tous, c'est la présence de tous toute l'année, et l'absentéisme reste un problème assez important hein, à la fin du 19e siècle et même au début du 20e siècle. Et on se rend compte en effet que les questions que posent les refus d'école hein, peuvent apparaître dans le passé avec des formes différentes qui ont pu évoluer. Et la question de l'instruction à domicile, qui est vraiment, on est en plein dans l'actualité, montre que c'est aussi, hein, depuis la loi Ferry hein, de 1882, la loi Ferry permet ce choix parce que il est question de liberté d'enseignement laissée aux parents. Donc, c'est les parents qui choisissent les modalités d'éducation pour leurs enfants. Et parmi les choix qui sont proposés par la loi Ferry, il y a bien évidemment la scolarisation dans des établissements publics ou privés, ou bien l'instruction à domicile, hein, puisque la loi Ferry rend obligatoire l'instruction et non pas la scolarisation. Donc, on voit bien hein, que ces questions, elles sont posées dans une dynamique historique, et ça a été l'objet de l'ouvrage de remettre tous ces éléments en perspective. Est-ce que dans la salle, au Cardan, il y a une question qui veut être posée maintenant? Non, pas pour l'instant? Non? Bon, alors on attend. Ah si, je vois Jean-Christophe. En direct, Jean-Christophe. Oui, non, on avait plus de son. Je sais pas, est-ce qu'il y a des questions là sur les premiers. Non, il y a un peu de. Non, on n'a pas de questions pour le moment, mais ça n'empêche pas qu'on a des réflexions. Alors, peut-être avez-vous une réflexion à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des premières réflexions qui viennent là pour se lancer? Ça viendra. Pas vraiment, ça viendra. Bien. Bon, alors je vais reprendre le fil et reposer une question à Julien à ce moment-là. Et puis, ça vous permettra peu à peu de définir une question. Alors, tu viens, Julien, justement, de parler d'une question d'actualité qui est celle de l'instruction à domicile. Qu'est-ce qu'en dit ce livre? Comment il se situe par rapport à cette question-là? Qu'est-ce qu'il nous apporte comme élément d'analyse, en sachant que c'est une cinquantaine de mille d'élèves d'après les derniers chiffres que l'on a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, ce qu'on peut tout d'abord rappeler, c'est qu'il y a relativement peu d'études encore sur l'instruction à domicile, et que cet ouvrage fait partie sûrement des premiers ouvrages ou des premières revues hein, qui évoquent la question. Hein. Depuis, il y en a eu quelques autres, et il y a notamment une équipe d'universitaires, avec notamment des collègues de Cergy, qui travaillent sur la question. Alors, sur cette question, on peut dire que d'un point de vue quantitatif, en effet, l'instruction à domicile est un phénomène très marginal, inversement proportionnel, on va dire, à la médiatisation du phénomène. Marginal parce qu'elle concerne 60 000 élèves. Alors, comme ça, un chiffre brut, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. En chiffre relatif, hein, c'est 0,5% des élèves. Donc, on peut dire que c'est relativement peu, même si le phénomène est en progression. En 2010, il y avait à peine 20 000 élèves instruits à domicile. Aujourd'hui, on est autour de 60 000. On voit que ça a été multiplié par 3, hein, mais ça reste finalement un phénomène relativement marginal. Ce que montre aussi l'ouvrage,
c'est qu'il y a en effet toute une législation, hein, au-delà des lois Ferré, toute une législation qui a été produite ces dernières années autour de l'instruction à domicile, et que la tendance est à un encadrement beaucoup plus strict de l'instruction à domicile, et une tendance qui n'est pas nouvelle, hein, même si on est parfois toujours dans l'actualité. Et c'est aussi l'intérêt d'un ouvrage d'histoire, hein, c'est de refroidir ces questions qui peuvent paraître des questions vives et brûlantes. C'est un phénomène, la volonté de, de rendre la législation, on va dire, plus stricte, ou en tout cas de rendre les contrôles beaucoup plus stricts autour de l'instruction à domicile. Ce n'est pas une tendance qui est apparue, on va dire, ces derniers mois ou ces dernières années avec le gouvernement actuel ou avec le ministre actuel. C'est une tendance au moins depuis une dizaine d'années, puisque, par exemple, le rapport de la MIVILUD, hein, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, pointait déjà en 2009, pointait déjà le risque, on va dire, le risque de rupture avec le monde extérieur, le risque d'isolement que pouvaient connaître les enfants instruits à domicile, tout en rappelant bien évidemment que le choix de l'instruction à domicile n'est en rien synonyme de dérive sectaire ou de radicalisation religieuse, hein, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, et que l'instruction à domicile est garantie par la loi, et que c'est aussi un principe même constitutionnel, hein, qui est la liberté d'enseignement. Mais on se rend compte que finalement, depuis une dizaine d'années, il y a cette tendance à vouloir davantage contrôler, hein, par l'État, davantage contrôler et encadrer l'instruction à domicile, et en tout cas qui sera bien difficile, contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps, d'y mettre totalement fin. Et on peut préciser, il y a eu une transformation importante de cet enseignement à domicile entre le 19e et aujourd'hui. Au 19e, c'était un enseignement chez les aristocrates ou chez les gens de la haute bourgeoisie. Prenez un exemple, quelqu'un comme Jean d'Ormesson, qui était très connu comme écrivain, n'a jamais été à l'école avant 18 ans. Il avait des précepteurs, il avait des gens qui lui faisaient cours à domicile, justement. Autrement dit, maintenant, il s'est passé quelque chose. Pour ce que dit Julien, c'est que finalement, dans cette période-là, cet enseignement, c'est plus des gens qui s'interrogent sur la manière dont on fait l'école, etc., et qui veulent éventuellement, enfin, qui prétendent avoir des pratiques pédagogiques nouvelles, ou qui ne veulent pas mettre leurs enfants, mélanger leurs enfants avec d'autres. Et ça pose évidemment une grosse question par rapport à la conception dont c'est de l'école, dont l'objectif c'est quand même d'apprendre à vivre ensemble, enfin, et de faire société. Et ça, c'est une vraie question. Alors peut-être que du côté du carton, la réflexion a avancé et que cette fois, il y a une petite question qui apparaît. Sans doute pas, parce que les questions elles sont précises, elles causent précisément des refusés de l'école. Mais nous, pour s'entraîner un peu à l'exercice, on s'était questionné sur la transmission et le refus, en fait. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'il y a là-dessus des choses que vous avez envie de poser sur la table virtuelle des questionnements, M. Damel-Bernard. La transmission des refus, est-ce que... Non, la transmission et le refus. D'accord. Parce que d'habitude, bon là c'est une version virtuelle de la manifestation qu'on construit avec la Maison du Théâtre et Cité Philo. Mais d'habitude, on a une séance collective de questionnement où on prend un mot et on le décortique un peu à notre mode. Donc du coup, nos mots, c'était ceux-là, transmission et refus. Et on
c'est un peu des conditions bizarres pour nous, comme pour vous. On n'est pas très habitués. Tout le monde a des masques, personne ne veut parler. Et peut-être qu'à force, ça va venir. Et ça va venir. Une première image sur la transmission que j'entends une là. Il y a François. Le refus, ça vient de quoi? Le refus, ça vient de quoi? Le refus, ça vient de quoi? Oui. Ah, une question de François. Voilà. C'est ça, c'est les refus. Ça vient de quoi? Julien. Le refus de l'école, ça vient de quoi? Voilà, il y a deux éléments importants dans ce que vous dites. Il y a la question de la transmission qui renvoie éventuellement au contenu. Et puis, d'où viennent les refus de l'école. Julien, à toi. Alors, c'est une vaste question. D'où viennent les refus. En fonction des thématiques que l'on peut choisir. Là, on parlait de l'instruction à domicile, par exemple. Alors, si on repart de là, Bruno a évoqué un certain nombre d'origines des refus. Il peut y avoir un refus idéologique, par exemple, refus de la mixité sociale, refus de l'école telle qu'elle est présentée, refus de certaines pédagogies. Mais il peut y avoir aussi parfois des refus d'école, en tout cas dans le cadre de l'instruction à domicile, qui sont liés tout simplement à des problèmes de santé ou à la phobie scolaire, par exemple. Donc, l'idée dans le livre, c'est de montrer qu'il n'y a pas un type de refus et que c'est forcément un refus d'école ou un refus de l'école en tant qu'institution de la République, mais de montrer qu'il y a toute une pluralité, toute une palette. Bruno Pousset, d'ailleurs, dans le chapitre qu'il écrit sur l'école privée hors contrat, parle de kaléidoscope. C'est de montrer qu'il y a toute une palette de refus, toute une palette de motivations qui peuvent expliquer tel ou tel refus. C'est compliqué de répondre de manière très globale. Tout dépend de quel type de refus ou de refusé d'école on parle. Et l'autre aspect sur le contenu, c'est la transmission. Alors, je ne sais pas, oui, sur la transmission, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Monsieur Joseph, il y avait des choses qui avaient été échangées avec Olivier il y a quelques semaines. Non. Non, ça va pour l'instant. Non, ça va venir, ne la laissons pas. Alors, je vais reprendre 2 minutes la parole pour reposer une question à Julien. Ce qu'il vient de nous décrire, par rapport aux questions que vous avez posées, le refus d'école, c'est finalement un refus très individualiste. Et puisque quand vous faites l'instruction à domicile, ça veut dire une seule famille. Car dès qu'il y a 2 familles, vous constituez l'école. Donc on ne peut pas faire école à plusieurs personnes qui ne soient pas de la famille. Alors ce qu'on constate aussi, c'est que les fameux refus d'école qui se traduisent par l'instruction à domicile, c'est souvent des milieux relativement aisés, souvent très cultivés, et souvent aussi relativement aisés parce que ça demande du temps et dans la plupart des cas, la mère de famille, c'est elle qui s'en occupe, ne peut plus travailler parce que c'est quand même prenant de s'occuper de l'instruction et de l'éducation d'un enfant. Alors, tu as fait allusion aussi à la question de l'enseignement hors contrat, qui est une autre forme de refus, non pas de l'école, et donc avec l'instruction à domicile, mais de refus d'une certaine forme d'école, l'école publique ou l'école privée sous contrat. Donc, il y a des établissements, il y en a à peu près 1500 en France, qui s'organisent en dehors des structures de l'éducation nationale. Alors, il faut dire, et Julien l'a souligné, on a une législation, même si elle est davantage sous-contrôlée aujourd'hui, on a une législation en France qui est très libérale par rapport à ces questions-là. À savoir que pour ouvrir une école c'est une école d'État ou une école sous contrat soutenue par la puissance publique, par les fonds publics,
eh bien, c'est relativement facile d'ouvrir un établissement scolaire. Alors, comment expliques-tu la vague médiatique? Je dis bien la vague médiatique, parce que là aussi, c'est comme l'instruction à domicile, ce type d'établissement est très, très minoritaire. Ils accueillent 80 000 élèves sur 12 millions. Donc, vous voyez, le rapport est vraiment tout petit, en légère augmentation, qui est passé du secondaire au primaire. Alors, comment expliques-tu qu'aujourd'hui, il y a une telle vague médiatique par rapport à ce genre d'établissement, qui, eux, sont des écoles au sens strict du terme? Je pense qu'on peut l'expliquer par deux choses ou deux ensembles de choses. La première, qui explique vraiment cette forte médiatisation, c'est parce que même si l'aspect est très minoritaire et même très marginal, ça questionne le but de l'institution scolaire, qui est une institution de socialisation. L'école est un lieu de socialisation, c'est aussi un lieu d'apprentissage de la vie démocratique, c'est un lieu où les élèves se retrouvent, échangent, débattent bien souvent, et donc c'est vu aussi, perçu comme une attaque envers même la République et la démocratie. Donc là, à mon avis, même si le caractère reste marginal, ça pose question sur la société, même au-delà de l'école, hein, sur l'état de la société actuelle. Ça, c'est une première explication. Et puis la seconde explication, elle vient à mon avis des institutions, des associations plutôt, hein, qui promeuvent l'instruction à domicile ou l'école privée ou le hors contrat, dans la mesure où il s'agit bien souvent d'associations très structurées. Hein, c'est un changement très important ces dernières années par rapport à ce qu'était l'instruction à domicile auparavant ou le hors contrat. Hein, ce sont des associations très structurées, très structurées aussi sur Internet, et qui ont donc une forte visibilité, hein, qui peut expliquer aussi leur forte présence dans les médias, la forte présence de la question en tout cas dans les médias. Oui. Est-ce que ça fait écho dans la salle? Nous, on avait une remarque, Amélie qui a une déclaration. Quand on dit qu'on fait l'aide à domicile, il n'y a pas que il y a l'école, et aussi il y a les troubles 10 qui sont en coopération dans l'aide à domicile. Parce que excusez-moi, oui, est-ce que vous pouvez répéter la fin parce qu'on n'a pas bien entendu pour des raisons de son, tout simplement. Oui, je crois que c'est mieux. Je voulais vous dire aussi, quand on fait le travail l'école à domicile, oui. Il y a aussi les troubles 10. Oui, oui, tout à fait. Julien, ça c'est des motifs d'instruction à domicile qui sont des motifs d'ordre médical. Oui, même si il y a aussi dans l'école, et ça aussi c'est une tendance que montre l'un des chapitres de l'ouvrage, c'est la tendance aussi depuis plusieurs années à l'inclusion de tous les élèves, hein, quelles que soient leurs difficultés ou troubles. Mais c'est vrai aussi que ça peut être l'une des motivations de certains parents, hein, pour justifier l'enseignement à domicile. Hein, c'est notamment des troubles d'ordre médicaux, mais aussi parfois certains parents choisissent l'enseignement à domicile pour, on va dire, parce qu'ils pensent aussi que l'école n'est pas capable, hein, ça c'est une critique très forte envers l'institution scolaire, parce qu'ils estiment tout simplement que l'école n'est pas capable de prendre en charge tel ou tel aspect de l'enseignement, ou qu'elle n'est pas capable de prendre en charge tel type d'élève. Et donc ça fait partie des nombreuses motivations, hein, chez les parents qui souhaitent instruire à domicile. Juste pour terminer sur cet aspect, hein, ça renvoie finalement à une très grande diversité des profils aussi, hein, et des motivations des familles qui choisissent
l'instruction à domicile. Et on a là un exemple qui est bien éloigné des exemples qui sont les plus médiatisés, avec des familles qui, on va dire, issues de classes aisées, qui maîtrisent plus ou moins, on va dire, certaines techniques pédagogiques, et de l'autre côté, des familles, même si ce n'est pas affiché comme tel, mais parce qu'ils n'acceptent pas les valeurs qui seraient transmises par l'école. Donc ça, c'est vraiment les deux cas très médiatisés, mais il y a toute une palette de cas entre ces deux-là, bien évidemment, comme vous le rappelez, oui, là, je vois dans la discussion la question des élèves à haut potentiel. On est dans le cas où certains parents estiment que l'école, actuellement, le système éducatif n'est pas capable de prendre en charge des élèves, comme je disais au début de mon intervention tout à l'heure, des élèves différents, finalement. Oui. Et je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, on a d'une certaine manière, tous ces phénomènes-là qui sont quand même très marginaux, c'est la marque de l'importance qui est donnée à la question de l'instruction aujourd'hui. Lorsque tu parlais de l'école de la République, il y avait 20 à 30% d'élèves qui étaient sortis de l'école, ils travaillaient, enfin, etc. Et souvent pour des raisons sociales. Et là, c'était des gens de milieux très populaires, la plupart du temps très pauvres. Ce n'est pas du tout le cas des personnes dont Julien et moi parlons aujourd'hui. Ce sont des gens de milieux favorisés. Il y a aussi un autre signe important, c'est que dans ce type de structure, ou à domicile, ce sont des gens qui ont fait des études, la plupart du temps approfondies. Et c'est d'une certaine manière, je vais dire, souvent ils les ont faites à l'école, publique ou privée. Donc c'est aussi le signe de l'augmentation, de l'accroissement du niveau culturel de la société française, qui est un vrai paradoxe. Et donc, certains étant tellement exigeants, n'imaginant pas qu'il puisse y avoir tel ou tel problème, ne veulent plus confier leur école à une institution qu'ils estiment pas parfaite par rapport à ce qu'ils souhaitent. Mais il y a d'énormes progrès, même pour les 10, pour les hauts potentiels. Il y a des lectures scolaires maintenant qui prennent en charge, certainement pas de façon suffisante, mais avant, de s'en occuper absolument pas. Et ça passait entre les mailles du filet. Et il n'y avait pas pour autant un développement d'instruction à domicile, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment des exigences récentes de la société qui se manifestent actuellement. Rappelez-vous, depuis la loi de 2005, il y a la volonté d'avoir une instruction, une éducation à l'école inclusive, donc qui prenne en compte la totalité des problèmes que peuvent rencontrer les enfants. Et ce qui est important, ce que dit la loi, c'est que ce n'est pas aux enfants de s'adapter à l'école, comme c'était le cas avant, mais l'inverse. L'école doit s'adapter aux enfants. Et il y a malgré tout nombre d'efforts qui ont été faits, même si ce n'est évidemment pas encore abouti. Alors peut-être pour poursuivre le dialogue, puisqu'on parle du territoire picard, est-ce que dans les études que tu as pu faire, est-ce qu'il y a une spécificité de la Picardie pour rester sur cette partie des Hauts-de-France? On a étudié un petit peu plus précisément. Est-ce qu'il y a une spécificité de la Picardie en matière de refus d'école? Est-ce qu'on a des particularités? Je sais qu'il y a une étude dans laquelle tu as participé. Est-ce que pour autant, on a des particularités qui se retrouvent dans notre région? En effet, alors, pour le dire avec des termes un peu crus, pour le dire en des termes un peu crus, mais je suis picard moi-même, donc voilà, on n'y a pas de souci, on ne pourra pas m'accuser on va dire, comment je cherche le terme, on ne pourra pas m'accuser d'être trop dur aussi avec les picards, mais on va dire que la Picardie a été depuis, on va dire, le milieu du XXe siècle, perçu comme culturellement et scolairement inférieur au reste de la France, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et ça, Bruno Poussé, dans le travail qu'il a mené, montre très bien que la Picardie, au contraire, a été perçue plutôt comme culturellement supérieure à la fin du XIXe siècle.
Et ce qu'on a montré dans un tas d'études qui ont été menées collectivement avec un autre collègue, notamment Ismail Ferhat, dans un projet spécifique, on s'est interrogé encore une fois, on est parti du très contemporain et de la situation actuelle en se demandant pourquoi les résultats éducatifs de la Picardie, qu'il s'agisse de la maîtrise, de la lecture ou de l'écriture en début de sixième, qu'il s'agisse de la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur des bacheliers, qu'il s'agisse des jeunes ayant un diplôme, eh bien, tous les indicateurs montrent que la Picardie est l'avant-dernière ou la dernière région métropolitaine. Et donc, on s'est interrogé sur cette situation avec toujours une mise en perspective historique. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une étiquette un peu très dévalorisante sur la Picardie, le RCP, le retard culturel picard, qui a été formalisé notamment dans les instances régionales en construction entre la fin des années 70 et le début des années 80. Donc, on s'est interrogé, on a essayé de déconstruire un petit peu cette expression qui est devenue, qui a complètement été banalisée aujourd'hui. Donc, on a cherché à comprendre dans quel contexte et pourquoi s'était formée justement cette expression. Et on s'est rendu compte qu'elle s'était formée à partir des années 50, à une époque où la Picardie connaît notamment un retard, on va dire, en termes de structure, un retard structurel, et à un moment aussi où le système éducatif se transforme avec notamment un allongement de la durée des études. Et c'est aussi l'époque où le ministère de l'Éducation nationale se dote d'un outil statistique assez développé qui permet de calculer des taux, notamment de scolarisation en particulier, et qui montre que les 3 départements de la nouvelle région Picardie, c'est aussi l'époque où l'Académie d'Amiens nouvelle est créée, et elle montre que les départements de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme ont un retard en termes de taux de scolarisation par rapport aux autres régions. Et les élus à l'époque cherchent à expliquer les causes finalement de ces difficultés. Et on va dire que l'expression de retard culturel picard, même s'il n'est pas encore formalisé comme tel, mais avec des mots très durs également, on parle dans les années 50-60 de sous-développement des intelligences des Picards, donc des mots très durs. Et finalement, ces expressions ont conduit à une forme de banalisation, mais ont aussi été utilisées par les politiques locales, d'une part pour obtenir des subventions, et il y a eu des politiques qui ont été menées, et notamment un certain nombre de dépenses qui ont été faites, mais le constat de retard répété de manière continue depuis les années 50, on a trouvé notamment dans les débats du Conseil régional des constats identiques, jusque même dans les années 2000, mais cela a été ancré et a orienté les politiques qui ont été menées. Comme on considère, pour le dire autrement et simplement, comme on considère finalement que les Picards sont réticents à l'école, on n'a pas cherché à développer de formation très longue. On a développé énormément de formations, notamment professionnelles, mais on a développé énormément de formations courtes parce qu'on pensait que les Picards, finalement, l'école avec un allongement de la durée scolaire, les études supérieures, ce n'était pas forcément fait pour eux. Même si depuis, il y a eu un effort qui a été fait par la région pour essayer de combler le retard, mais un effort qui doit combler un retard on va dire de plusieurs décennies ne peut évidemment donner de résultats dans l'immédiat. Et puis, il y a eu aussi une autre orientation des politiques publiques, c'est de favoriser un choix régional de proximité, toujours des structures qui soient proches des lieux de résidence, qui est, on voit, à l'encontre d'un autre paradigme actuel qui est plutôt celui de la mobilité non seulement des étudiants, mais aussi des parcours professionnels. Alors, je vais prendre en compte un certain nombre de questions qui m'ont été envoyées avant de re-questionner le Cardan. Alors, il y a plusieurs questions autour de comment dirais-je, des hauts potentiels. Certains, dans les questions, disent finalement
que le haut potentiel n'a pas été pris en compte, et très peu pris en compte, et que ça explique les dysfonctionnements de l'accueil de ce type d'élèves. Alors, je crois qu'il y a, et je vais laisser Julien après répondre, je crois qu'il y a une remarque qu'il faut quand même faire, avoir présente à l'esprit. On n'accepte plus aujourd'hui l'échec. Je vous rappelle que c'est une notion nouvelle qui a surgi dans les années 70, l'échec scolaire. Avant, ça ne posait strictement aucun problème. Et une des raisons, c'est qu'avant, les années 70, on trouvait des professions, des métiers qui étaient faciles d'accès sans aucune formation. Or, progressivement, à partir des années 70, ce n'est plus le cas. Il faut de plus en plus, pour pouvoir accéder à certains métiers, avoir cette formation-là. Donc, il ne faut pas oublier que les hauts potentiels existaient depuis toujours, sauf qu'on ne les décelait pas, on ne s'y intéressait pas, et finalement, on laissait courir les choses. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif, alors que ça ne marche pas toujours à l'école. Ce n'est pas étonnant. Comment voulez-vous que ça marche pour tous les élèves dans la mesure où c'est des questions extrêmement individualisées et qu'effectivement, on est dans une structure collective et parfois, il y a un écart qui explique les grandes difficultés à prendre en charge et à prendre en compte ce type de questions. Mais je crois qu'il ne faut pas dire que l'école ne fait rien. Ça ne me paraît pas juste par rapport aux nombreux enseignants qui essaient de trouver des solutions les plus adaptées possibles à ce type de situation. Il y a vraiment un engagement par rapport à ça, mais ce n'est pas parfait. Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas parfait parce qu'on est beaucoup plus exigeant que par le passé. Est-ce que, Julien, tu veux poursuivre ? Oui, alors, je rejoins ce que tu dis. Il y a une prise en compte, hein, elle est relativement récente, hein, puisque les textes concernant la prise en compte des parcours scolaires des élèves intellectuellement précoces datent de 2007 et 2008. Donc c'est relativement récent, mais il y a une prise en compte, on va dire, par l'institution de la scolarisation des élèves intellectuellement précoces, hein, qui correspondent finalement à cette catégorie des élèves à besoins particuliers. Et ils font partie vraiment des élèves, de ces élèves à besoins éducatifs particuliers, avec des profils souvent aussi très, très, très divers, ce qui complexifie la prise en charge, hein, bien évidemment. Et il y a autre chose, hein, dans les questions. En effet, l'institution tente de prendre en charge. Ça ne veut pas dire qu'elle y réussit à 100%, mais c'est une des préoccupations, hein, de l'institution et des éducateurs sur le terrain qui n'ont peut-être pas toujours toutes les ficelles et tous les moyens d'aider ces élèves, mais en effet, c'est une préoccupation importante depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, ce qui ne veut pas dire que de l'autre côté, certains parents peuvent avoir aussi le sentiment, voilà, d'abandon, d'être délaissés. Mais là, on va dire, c'est encore une fois une question beaucoup plus large de dialogue, d'accompagnement entre les familles et l'institution. Et je rejoins Bruno sur ce qui a été dit. On ne peut pas accuser l'institution ni les acteurs sur le terrain de ne rien faire. Et je pense que ce n'est pas simple non plus. Il y a la taille des classes qui font que parfois on fait ce qu'on peut. Et il faut aussi vous poser une question. Est-ce que ça réussit mieux dans l'enseignement à domicile ou dans l'enseignement hors contrat ? Ça méritera d'être étudié parce qu'on ne le sait pas à présent. Alors il y a quelqu'un qui pose une autre question qui est intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'un élève en bas potentiel ? Et après, il y a quelqu'un qui demandait, est-ce qu'on sait si les élèves qui ont suivi l'enseignement en dehors des structures habituelles réussissent après ou pas? Il y a quelques études qui ont été faites sur ce point. Il y a une grande partie qui réussissent, mais il ne faut pas oublier une chose, et ça c'est fondamental, c'est qu'une grande partie de ces élèves ne sont pas de milieux populaires, mais milieux aisés, et donc dans un milieu culturel qui leur apporte déjà énormément de choses. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Et ceci explique cela. Alors, qu'est-ce que tu en penses de l'histoire du bas potentiel? Élève à bas potentiel, c'est vrai que ce n'est pas forcément une catégorie qu'on utilise dans l'institution, mais ça pourrait faire partie des élèves décrocheurs scolaires, même si, encore une fois, l'étiquette de décrocheur scolaire peut être soumise à un certain nombre de critiques, mais ça pourrait être un des profils de décrocheur scolaire. Donc élève à bas potentiel. Et puis la deuxième question, elle portait sur un autre aspect. J'ai pas tout entendu de mon côté pour des raisons techniques. Oui, ça portait sur le fait que est-ce que ça réussit mieux ou moins bien ou de la même manière lorsqu'on est dans une structure hors éducation nationale, disons de façon simple. Juste. En tout cas, ça reste à prouver, enfin ça reste à étudier en tout cas. Est-ce qu'on réussit mieux dans d'autres structures? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour les élèves qui ont suivi l'instruction à domicile, enfin pour une partie des élèves qui ont suivi l'instruction à domicile, c'est parfois, ce qui reste compliqué, c'est parfois la socialisation, l'insertion dans une vie de groupe et dans la vie en société. Parce qu'elles ont développé aussi un certain entre-soi également. Quand je parlais tout à l'heure d'apprentissage de la vie démocratique, finalement, l'instruction à domicile, quand on est dans le cadre de l'instruction à domicile, finalement, on n'entend qu'une seule parole. C'est celui soit du parent ou soit de la personne à qui est confiée l'instruction à domicile. Et à l'école, on entend aussi, c'est vraiment un lieu où on débat, où on entend plusieurs points de vue de la part d'autres élèves, par exemple. Et ça me semble important aussi dans l'apprentissage du vivre ensemble. Et je crois que tout ça, c'est lié au fait, à l'importance qu'on accorde finalement aujourd'hui à la question de l'instruction et de l'éducation. Et il n'y aurait pas ce développement-là si cette importance n'était pas soulignée. Et certains estiment, avec les moyens financiers dont ils peuvent disposer, parce que je vous rappelle quand même que le hors-contrat, ça peut aller jusqu'à plus de 10 000 € par an de frais de scolarité. Donc, je ne pense pas que ce soit ouvert à tout le monde. Il faut aussi faire attention à ce qui est derrière cela. Donc, il y a des très grandes insuffisances dans l'institution. Il y a il y a quelqu'un qui me dit sur le hors-contrat, juste pour continuer sur ce que tu disais avant de passer peut-être à autre chose, sur le hors-contrat que Bruno a étudié de très près, ce que montre Bruno dans son travail, c'est que bien souvent, dans le hors-contrat, la pédagogie est vraiment très traditionnaliste et que dans la pédagogie qui est utilisée, on est plus sur l'apprendre que le transmettre ou l'enseigner, pour reprendre la thématique de Cité Philo. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui fait remarquer, puis on va redonner la parole au Cardan, quelqu'un qui fait remarquer que, comment dirais-je, au CNED, on réussit moins bien. Oui, c'est vrai, parce que c'est très difficile de suivre les cours par correspondance. Même, en plus, souvent, vous pouvez vous inscrire au CNED, et ça, c'est une vieille tradition, lorsque vous êtes éloigné, vous êtes malade, par exemple, vous ne pouvez pas suivre des cours, mais pas parce que vous êtes opposé à l'école, là, ce n'est pas pareil du tout. C'est parce que vous êtes dans des conditions physiques qui vous l'interdisent. C'est difficile de faire ce travail-là à distance. Alors, il y a aussi... Pour rebondir aussi sur la question précédente et puis sur la remarque très juste là sur le baccalauréat et le CNED, on peut aussi souligner, et ça c'est une étude de l'ADEP qui le montre, c'est la direction évaluation et prospective du ministère de l'Éducation nationale, c'est services statistiques si vous préférez, qui montre que les étudiants qui réussissent le plus les concours de l'enseignement, c'est ceux qui sont inscrits dans les INSPE. Bon, vous allez me dire, je défends un peu la boutique, mais ça montre qu'être dans des structures et être encadré dans les structures existantes dépendant du ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur et de la recherche
on réussit aussi, il y a un certain nombre de réussites, mais souvent on pointe davantage les échecs, les raisons de ces échecs qu'on met en avant les réussites. Oui. Alors, juste une dernière question qui nous a été envoyée, ça concerne comment dirais-je, les écoles alternatives. Alors attention, hein, attention à la publicité mensongère, si je puis dire. Une partie de ces écoles dites alternatives n'ont rien de pédagogie innovante. Ils utilisent des pédagogies traditionnelles qui datent des années 1950. Le plus gros établissement en France, je ne le citerai pas pour ne pas faire de publicité, il s'appuie sur une pédagogie du 19e siècle, en séparant garçons-filles, etc., etc. Donc attention à ce qu'on raconte par rapport à ça. Non, ce qui est clair aussi, il faut qu'on admette une chose, c'est qu'il est difficile d'instruire, qu'il est difficile de s'adapter à tous les cas particuliers. Et ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et les institutions essaient d'y parvenir, elles n'y arrivent pas toujours. Après, qu'il y ait des sas possibles à l'extérieur qui s'appellent les écoles hors contrat, voire à domicile, pourquoi pas. Mais il faut bien comprendre une chose, que l'essentiel des élèves ne sont pas dans ces structures. Alors quelqu'un rappelle que le haut potentiel, comment dirais-je, rappelle que le haut potentiel, ce sont des élèves précoces, c'est pas seulement ça. Ce sont des élèves qui ont un QI supposé être plus élevé, un quotient intellectuel, c'est-à-dire, et donc ça veut dire une rapidité. Alors c'est très compliqué aussi parce que à l'intérieur des hauts potentiels, il y a vraiment tout des choses des élèves très différents et qui comprennent, par exemple, le prof de maths lance un exercice, l'élève comprend tout de suite. Et évidemment, ça peut poser des problèmes de relation avec les autres élèves. Parfois, il comprend mieux les choses que le prof lui-même. Mais dans un domaine précis, dans d'autres domaines, il est, par exemple, totalement immature par rapport à la relation avec d'autres enfants. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la projection de la première vidéo, si j'ai bien compris. Scène 1, transmission. La politesse m'a été transmise par mes parents quand j'étais petite. Juste à apprendre à dire « s'il te plaît »,« merci »,« bonjour ». C'est la base du respect, du savoir-vivre, et pour moi, c'est une chose importante. On m'a transmis comment éduquer mes enfants. Je leur ai appris la politesse envers les autres, à rendre des services aux gens, à les aider pour faire leurs courses ou quelques petits travaux, car moi, on me l'a transmis de cette manière. Mon père m'a transmis les valeurs de la vie. Il m'a expliqué comment bien se tenir en société, les règles de politesse, ce que nous avons le droit de faire ou ne pas faire. Ce sont des valeurs qui me servent tous les jours. Respecter la liberté et les opinions de chacun, quel que soit son milieu et son appartenance. Mon père me dit souvent « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ». J'ai donné naissance à 9 enfants. C'est tout ce qu'il y a de mieux dans ma vie. C'est de la joie. Parfois, il y a des hauts et des bas. Mais c'est tout ce qui compte pour moi. Ça m'a été transmis par mes parents. Je suis d'une famille nombreuse et c'était une joie d'être élevé avec mes frères et sœurs. La transmission est une rose au parfum envoûtant qui nous donne confiance. Une liane qui permet à Tarzan d'aller d'arbre en arbre. Hein ? Quoi ? Ma mère m'a transmis la passion du tricot. Elle m'a expliqué les bases, les points. Je peux faire des pulls pour toute la famille. Je le fais pour le plaisir. À une époque, on m'a même contacté pour faire des pulls dans un magasin de laine. Et récemment, j'ai transmis ma passion à ma nièce. J'aurais aimé qu'on m'apprenne le patinage, car c'est un sport que j'admire beaucoup. Voir les danseurs voltiger sur la glace, voir comment ils se réceptionnent lorsqu'ils retombent, leur joie d'être sur le podium quand ils gagnent une compétition. J'aurais voulu être majorette, le lancer de bâton,
la danse, la musique, le défilé de groupe. Cela m'aurait permis de m'exprimer, d'avoir plus confiance en moi. Mes parents n'ont pas voulu, car les compétitions étaient trop loin. La transmission est un pont qui nous aide à traverser l'arc-en-ciel. Un lierre qui s'élève en s'accrochant à l'espoir. Waouh! C'est beau ça. J'aimerais transmettre à mon enfant la curiosité, avoir envie d'apprendre toujours plus de choses, ne pas s'arrêter aux bases apprises à l'école, intéresser à des sujets que l'école n'enseigne pas forcément, apprendre à chercher lui-même les informations qui lui manquent. J'aimerais transmettre à tout le monde la joie de vivre, le courage et la bonne humeur. J'aime transmettre l'envie de se rendre service entre voisins. J'aimerais aussi pouvoir donner mon avis plus facilement aux autres. J'aimerais transmettre le pouvoir d'aimer, mais aussi d'accepter les différences. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap que c'est contagieux. J'aime transmettre certaines de mes connaissances, les recettes, les idées sur la décoration, les conseils sur les styles vestimentaires. J'aurais aimé transmettre l'honnêteté, le respect, la franchise à mon fils, apprendre à dire à ma petite fille, la patience, le savoir-vivre, les choses à faire ou à ne pas faire selon mon vécu. J'aurais voulu transmettre la reconnaissance à mes enfants, qu'ils reconnaissent les efforts que j'ai faits pour eux, qu'ils apprennent eux aussi à faire des efforts afin de perpétuer à leur tour cette transmission. La transmission est une chaîne infinie et indestructible, une étoile qui brille dans la nuit et qu'on attrape à la volée. Génial! Ben, qu'est-ce qui lui arrive? Je regrette que mes parents n'aient pas transmis la manière d'éduquer les enfants. Je sais qu'il n'y a pas de manuel type, car chaque enfant est différent. Mais j'aurais aimé qu'on me donne des conseils, surtout lorsque mon fils était bébé. Qu'on me dise pourquoi il n'arrivait pas à dormir ou pourquoi il pleurait sans raison. On ne m'a pas transmis comment vivre au quotidien. Il a fallu que je me débrouille toute seule. Comment élever mes enfants, comment faire avec eux. On ne m'a pas transmis comment vivre en adulte. J'aurais aimé qu'on me transmette d'accepter les maladies, qu'on m'explique comment les comprendre et pourquoi cela arrive, même à des gens qui ont une vie saine. La tristesse d'apprendre que son propre enfant a une maladie neuromusculaire sans savoir le pourquoi du comment. Que faire pour lui expliquer avec les bons mots, les mots qu'il puisse comprendre? On ne m'a pas appris à aimer. Je l'ai appris toute seule. On ne peut pas être heureuse sans amis, sans amour, sans retour. Pureté, clarté, éclat, brillance. La transmission est une mine de pierres précieuses dont on espère se faire un collier. Un pigeon voyageur qui ne peut pas vivre sans la colombe de la paix. Oh là là! C'est beau, mais passons à l'autre sujet, le refus. Scène 2, le refus. On n'a pas le droit de refuser des stages qu'on nous met dans le cadre du RSA, ni certains rendez-vous. De refuser de donner des informations importantes quand on vous les demande. De ne pas payer ses factures. De ne pas déclarer les informations administratives concernant notre changement de situation. On n'a pas le droit de refuser d'appliquer les lois qui nous permettent de vivre ensemble. Je refuse la méchanceté des gens avec qui je vis et en général la méchanceté de toute la population. Moi, la méchanceté, ça me vexe, ça me blesse, mais ça reste à l'intérieur. Et je n'arrive pas à dire non. Je refuse la méchanceté verbale et gratuite. Les mots font plus mal que les coups. Je refuse aussi la méchanceté des enfants entre eux, l'égoïsme, la violence, le terrorisme. Et puis maintenant, surtout, je refuse de souffrir et de me laisser faire comme avant. J'ai appris à dire non aux personnes qui profitent de moi.
Quand j'ose dire non, je suis un volcan en éruption. Je refuse qu'on m'interrompe lors d'une conversation. Je refuse la domination, l'insolence, le manque de respect, l'ingratitude. Je refuse même de pardonner dans certaines circonstances. Quand j'ose dire non, je suis une panthère noire qui fonce et qui rugit. Je refuse de me dire que ma vie restera figée, comme elle est. Je pense qu'en cherchant des solutions aux problèmes et en se faisant aider, on peut changer sa vie. À 18 ans, quand je suis partie de chez mon père et que je vivais dehors, je pensais que ma vie resterait comme ça, que je n'arriverais pas à m'en sortir. Maintenant, j'ai un toit sur la tête, un fils en or. Les choses peuvent évoluer si on s'en donne les moyens. Quand j'ose dire non, je suis l'encre rouge qui corrige les mensonges et les fausses vérités. Mais quand je dis non à un enfant, je me sens comme un cactus qui le pique. Je ne sais pas dire non à mon fils. Lorsqu'on est seul à élever un enfant, on cherche à le protéger. Alors, on le laisse faire ce qu'il veut. Et plus ça va, plus on a du mal à lui refuser. J'ai réussi à dire non à mon fils. Mais avec ma petite fille, je n'y arrive pas. Moi, je n'arrive pas à refuser. Tout ce qui est solidarité, aide ou entraide. Je ne sais pas refuser de rendre service à ceux qui sont dans le besoin ou la difficulté. Quand on me demande de l'aide pour aller à un rendez-vous ou faire des courses, même si je ne suis pas très en forme, j'accepte toujours. Je fais tout pour aider. Moi, quand on me dit non, je deviens une plante carnivore. On m'a refusé le droit de m'exprimer. On nous refuse même le droit de dire ce qu'on pense. On a refusé de m'expliquer les circonstances de l'accident de mon frère. C'est difficile pour moi de tourner la page, quand je ne sais rien de l'enquête ni des raisons pour lesquelles il n'a pas pu réagir. J'ai besoin de ces réponses pour m'avancer. On m'a refusé l'amour de ma mère en m'éloignant. Quand on me dit non, je deviens une souris qui va se cacher dans son trou. On me refuse l'amour. On me refuse d'être aimé pour ce que je suis, et non pour ce qu'on voudrait que je sois, pour ce que je peux rapporter. Quand on me dit non, je suis un feu qui s'éteint. Je deviens triste, comme un seul pleureur. Comme un désert de pierres grises. Scène 3, conclusion. Au bout du compte, on s'aperçoit que transmission et refus sont liés. Et interagissent ensemble. On a besoin de dialoguer. Et de s'écouter. Grâce à ces échanges, on espère trouver un équilibre. Même si c'est parfois difficile. Mais on y arrive avec de la bonne volonté. Et vous, messieurs, dames, qu'en pensez-vous ? Je trouve ce texte très très beau et très riche de signification. Et il y a un mot qui m'a paru important, c'est quelqu'un qui a dit « la transmission est un pont entre les parents finalement, si on vient sur notre sujet, l'école, les administrations et les autres ». Et il a été souligné avec beaucoup de justesse qu'au fond, c'est quand même dans la relation à l'autre qu'on arrive à construire quelque chose et une vie qui tienne la route et qui a un sens qui peut être très différent selon les personnes. Et là, ce qui est intéressant, c'est réellement on voit des vies en acte et qui se donnent les moyens d'exister malgré les difficultés. Je ne sais pas si Julien, tu veux dire quelque chose. Pour faire un autre pont donc entre cette belle lecture, ce beau texte et notre sujet, très rapidement, le texte et la lecture rappellent que la transmission, l'éducation, ce n'est pas seulement des savoirs, mais aussi des savoir-être et des savoir-vivre, et que le rôle de la famille dans l'éducation est aussi primordial. C'est Ferdinand Buisson qui écrivait dans le fameux dictionnaire de pédagogie que c'est la famille est le milieu éducateur par excellence, l'organe de transmission des idées et des sentiments d'une génération à l'autre.
Et je crois que ce texte le montre aussi très bien. Ça dépend de quel pied gauche. Texte de Bruno Béraud, Bertrand d'Ambricourt, Sonia Dupienne, Stevie Herbomez, Sophie Pinto, Martial Troadec, Lydia Verglas, écrit avec Cédric Bonfils. Longueuil-Sainte-Marie, le 15 octobre 2020. Pardon, on ne veut pas déranger. On ne va pas faire trop de bruit. On parle un peu, pas plus. Trop de bruit, ça dérange. On nous a demandé de parler. Comme trop de bruit, ça dérange, on voudrait en parler. Un peu. On dit non au bruit fort, au bruit qui empêche la concentration, au bruit qui grince, c'est énervant les grincements. On dit non à la musique trop forte, à la musique qui cogne, qui tape dans le plancher, qui résonne dans le matelas. On dit non aux bruits polluants qui font des saletés dans les pensées. Au bruit si fort qu'on se met à vouloir crier. Un matin, on nous a demandé de parler. C'était en novembre, un jeudi. Dans une pièce de réunion bien chauffée, bien éclairée, on n'a pas pu se débiner. La parole circulait, si on essayait de l'éviter, pas moyen. Elle revenait comme une balle qui rebondit. À un moment, quelqu'un a dit non. Quelqu'un a dit non et ça a servi à tout le monde. Quelqu'un a dit non et on s'est mis à écouter encore plus. C'est pas vrai que dire non, ça fâche forcément. On disait non, on n'était pas fâchés. Et puis quelqu'un a dit une phrase, ça a fait comme un embrayage. Cette phrase c'était « Je dis non à ce qui empêche de se concentrer ». On a tous dit non à plein de bruits et pas seulement. Non au bruit de moteur, au bruit de pots d'échappement, aux pots qui font du boucan, non au bruit de plastique et non au bruit de panique. Parler des bruits qui résonnent, ça fait rebondir la balle. Quelqu'un parle de la musique trop forte, quelqu'un parle des cris. Les cris, j'en pleure, a dit quelqu'un. Et on n'est pas allé vérifier dans le mouchoir à qui était le chagrin. On dit non, tranquillement. On dit non aussi au mal de dos. On dit non à l'agitation, non aux couleurs violentes sur les murs, non au manque de place, non quand ça s'accumule, non quand c'est trop. Trop de choses au même endroit, trop d'affaires dans le même tiroir, non quand c'est trop. Trop de questions dans le même moment, trop de consignes dans la même phrase. Et pendant qu'on cause des phrases, on peut parler d'orthographe. Parce que les règles, on en a besoin, d'accord, mais les petites fautes qui traînent encore ne peuvent pas gâcher toute la joie. On dit non aux fautes d'orthographe qui ont l'air de catastrophe. On a monté les noms les uns avec les autres. Ça s'assemble, comme les Legos. Ensuite, parler, c'est comme le VTT dans les bois. S'il y a des orties, des ronces, si ça pique un peu, c'est rien. Ce qui compte, c'est la balade, la sortie, l'énergie que ça donne. Sortir les choses. On dit non à ceux qui rabaissent les gens et qui rabaissent les choses. On dit non aux gens trop fermés, au manque d'écoute, aux gens trop pressés. On en profite pour dire non aux gens qui traitent de navettes ceux qui n'aiment pas les navets. Tant qu'on y est, on dit non aux disputes qui font tourner la tête. Pire que le manège, c'est sans ticket, sans pompon. On se dispute, on ne sait pas pour combien de tours, et on ne gagne rien. On dit non, mais pas de vulgarité. On n'a pas envie que quelqu'un passe derrière pour nettoyer. On veut de la confiance. Quelqu'un l'a bien dit ce matin-là. Je préfère travailler plus et qu'on me fasse confiance. C'était un jeudi matin et c'était pas du baratin. Pas la peine de venir derrière, de repasser après. Si quelqu'un repasse après moi, forcément, ça te fait te sentir à l'écart. Ça fait que tu te sens humilié. Si quelqu'un me dit « Oublie, c'est pas comme ça », on dit qu'il vaut mieux montrer l'exemple. Regarder, rester attentif, être là, et me dire si c'était bien. Quand même, c'est pas trop compliqué. Ça peut se comprendre, non? Si quelqu'un t'explique, et te réexplique, tu sens qu'on te fait confiance. Sourire aussi, ça t'aide à avoir confiance. La façon de parler aussi, ça t'aide à avoir confiance, et à savoir si tu peux faire confiance. On peut s'y mettre quand on veut, il est toujours temps. Mais ça commence de bonne heure, à la première heure, quand on arrive. Dire bonjour. Dire bonjour vraiment et vraiment à chacun, à chacune, prendre ce moment. On dit non au bonjour en serrant les dents.
On dit non aux bonjours qui ne viennent que de temps en temps selon la météo et l'humeur, parce que ça dépend de quel pied gauche tu t'es réveillé. On est pour le travail bien fait. Et le travail doit être fait dans les temps. Sinon, c'est pas du boulot. Cela dit, comme on n'a pas du beau temps tous les jours, on préfère prévenir. On dit non au découragement sous les averses. Il y a un mot que je retiens, et je reprendrai aussi les questions qui ont été proposées pendant cette présentation. Il y a un mot que je retiens, c'est la question de la confiance. Et je pense que ça, c'est un élément important du rapport à l'école, au-delà de ce qui a été dit, que j'ai plus ou moins bien perçu, à savoir que cette relation de confiance, elle suppose le respect des personnes. Certaines n'ont pas la même formation, ont des difficultés à s'exprimer, etc. D'autres pas. Et les mêmes personnes toutes ces personnes doivent être prises en compte. Et l'école, plus ou moins bien. C'est logique que ça ne marche pas toujours. Plus ou moins bien réussissent à prendre en compte cela et mettre en place cette confiance entre un parent, l'enfant et l'élève. Mais il faut aussi accepter que tout ne puisse bien marcher. Ça me paraît inévitable. Peut-être que je suis défaitiste, j'en sais rien, mais il y a un effort considérable, mais on n'y parvient pas toujours. Pour ce qui est, et je laisserai Julien compléter après, pour ce qui est des enfants, des conditions sociales qui expliquent les difficultés du rapport à l'école et du fait que certains sont refusés. Il faut admettre qu'on a énormément progressé par rapport à cette question-là. Dans les années 30, ce que j'avais étudié, auquel Julien fait allusion, dans la Somme, il y avait 20% d'élèves, 20% qui n'allaient pas à l'école, tout simplement. Et il y avait toute une organisation, les camarades de ces enfants-là étaient chargés de les dénoncer auprès de l'inspection académique lorsqu'ils ne fréquentaient pas l'école. Mais ils n'y allaient pas. Et certains, on a trouvé des témoignages extrêmement poignants, certains n'étaient pas allés depuis 2 ans, avant qu'on s'en aperçoive. Aujourd'hui, c'est plus possible, mais il reste effectivement des difficultés et en partie la question du rapport des difficultés sociales est une vraie question qui interroge l'école, bien sûr, mais elle n'est pas responsable de ces difficultés sociales. Ça, c'est pas elle qui peut les inventer. Julien, tu veux réagir? Et puis après, on passe à la deuxième vidéo pour pas trop... On lui a coupé le son à Julien, donc il ne peut plus parler. Non, c'était moi. C'était pendant la lecture pour ne pas faire de bruit. Oui, j'ai donné quelques éléments de réponse que je peux détailler un petit peu à la personne qui avait posé la question, en disant qu'en effet, la question de l'appartenance sociale et de la misère matérielle sont des variables à prendre en compte et que c'était peut-être les variables les plus anciennes dans les refus d'école. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent 2 chapitres en particulier dans l'ouvrage pour les périodes les plus anciennes, et notamment de la fin du 19e siècle, qui montre qu'en effet, voilà, la question de la misère matérielle peut expliquer notamment un certain nombre d'absentéismes. Pour donner un exemple, vous avez un certain nombre d'élèves qui ne viennent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas forcément de vêtements ou de chaussures. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'état des chemins pour venir à l'école, la distance géographique de l'école, et donc ça pose la question de l'offre scolaire. Ça pose aussi la question des activités qui sont confiées aux enfants en fonction de leur genre, si c'est une fille ou un garçon, s'il y a des tâches à faire dans les champs ou dans la maison, ça peut être un motif de refus d'école. Et puis, à la fin 19e, certaines catégories de population ne perçoivent pas forcément l'intérêt non plus de la scolarisation. Donc, il y a toute une conjoncture qui explique que
qui explique aussi un certain nombre de refus d'école à la fin du 19e siècle. Il y a aussi l'intérêt investi par les familles, donc comme je le disais, dans la scolarisation, intérêt qui peut être influencé aussi par la personnalité ou l'expérience du maître. Donc ça fait vraiment un ensemble de variables très, très, très différents et qui sont des variables explicatives aussi. Et les maîtres, par exemple, moi j'ai vu des maîtres qui allaient dans toutes les fermes là où les enfants n'allaient pas à l'école, pour essayer de leur expliquer l'importance de la scolarisation, etc. Enfin, il y avait un véritable engagement. Ils allaient récupérer, et sur des routes peu faciles d'accès, etc. Parce que tu as souligné, et tout à fait juste, on avait des conditions de vie bien plus difficiles. Ce qui explique aussi que le taux était très important. Il ne faut pas oublier aussi qu'en définitive, il y a des refus et des refusés d'école parce qu'il y a une obligation d'aller à l'école. La question ne se posait absolument pas avant. On ne s'interrogeait pas du tout sur ces questions-là. Chacun se débrouillait comme il pouvait. Alors, une deuxième vidéo. On n'a pas le droit de laisser les gens dormir dans la rue. On n'a pas le droit de laisser les gens vivre dans des conditions inhumaines. C'est pas normal que certains vivent à plusieurs dans 10 mètres carrés. On n'a pas le droit de venir couper l'électricité à des gens qui n'auront plus rien pour se chauffer. Ça devrait être interdit et puni par la loi. Faudrait que nos dirigeants réfléchissent à ça, parlent avec leur cœur plutôt qu'avec des chiffres et leur porte-monnaie. Tout le monde a le droit à un toit, de l'eau, de l'électricité et de quoi manger. Tout le monde, qu'il soit français ou étranger. Ça devrait être un droit universel. Universel. On ne devrait même pas se poser la question. Ça devrait commencer par là. Tout le monde sur le même pied d'égalité dès le début. Un toit, de la nourriture, de quoi s'habiller et se chauffer. Après, on pourrait commencer à construire quelque chose ensemble. Mais il faudrait déjà ça pour tout le monde. Ce serait le minimum. Et celui qui ira en prison ne serait pas celui qui mendie parce qu'il n'a pas d'argent ou un toit pour se loger, mais celui qui n'aurait rien fait pour que quelqu'un se trouve dans un tel dénuement. On sait où est l'argent. On le sait tous. Tout le monde le sait. Il suffirait de taxer Facebook ou Amazon, c'est eux qui ont les sous. Avec tout l'argent qu'ils ont, ils pourraient héberger des tas de gens et payer des formations aux jeunes. Mais non, ils le gardent pour une toute petite minorité. On reproche souvent aux jeunes de ne pas travailler, de ne pas aimer ça, le travail. Mais ils ne sont pas bêtes, les jeunes. Ils voient bien dans quel monde on vit. Ils voient bien comment le rapport de force est déséquilibré. Il faut arrêter de se méfier des jeunes, des vieux, des autres, de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde maintenant. Ton pire ennemi, c'est ton voisin. Avec le virus, en plus, ça n'arrange rien. L'autre jour, j'étais à la boulangerie. Il y avait un homme qui voulait entrer pour s'acheter une baguette. C'était un handicapé, mais il avait pas de masque. Alors, il a demandé à tout le monde si quelqu'un avait un masque à lui donner, mais personne ne voulait lui en donner. Heureusement, moi, j'en ai toujours 2 ou 3 dans mon sac, alors je lui en ai donné un. Vous auriez vu comme il était heureux, cet homme. J'aurais pas pu le rendre plus heureux, même en offrant 1 million. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde. Et même quand tu portes un masque, bientôt, va falloir porter une armure avec une épée, un bouclier et un casque. Il y a une femme, l'autre jour, à la pharmacie, elle a failli tomber dans les rayons tellement elle a eu peur de moi. Je la voyais qui reculait, qui reculait. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'avançais vers le guichet tranquillement, j'avançais. Et plus j'avançais, plus elle reculait. En fait, j'avais complètement oublié la distance de sécurité. On n'est pas des robots. C'est pas gravé sur un disque dur dans nos têtes qu'il faut garder 1 mètre entre nous tout le temps, où qu'on aille. Et ce jour-là, moi, j'avais oublié que quand tu entres quelque part, il faut que tu gardes tes distances avec l'autre. Alors je continuais d'avancer, j'avançais, et l'autre reculait. Mais si elle avait pu, elle se serait faufilée dans une boîte de comprimés au milieu des rayons. Si elle avait pu, elle serait devenue une gélule dans une goutte de sirop et elle se serait diluée dans un flacon. Tout ça parce qu'elle avait peur de me voir approcher. Mais comme j'avançais, elle
elle continuait à reculer, reculer. Et elle a failli tomber dans les rayons. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde. Moi, j'étais dans un bus. Il y avait un jeune qui ne portait pas son masque. C'est pas forcément génial. Quand tous les autres portent un masque, c'est bien de faire des efforts. Il le portait sous son menton, comme quand on passe un coup de téléphone. Il suffisait juste de lui demander de remettre son masque gentiment, et je suis sûr qu'il l'aurait fait. Il suffisait juste de lui demander « ça coûte rien d'être gentil, ça coûte rien d'être sympa ». On peut demander les choses sans être agressif, non? Mais là, tout d'un coup, il y a un mec qui lui a dit « je veux pas de tes microbes, dégage de là !» Il y a mieux comme entrer en matière quand on veut faire connaissance, non? Et tu parles que l'autre, ça l'a mis dans tous ses états, ça a fait tout un scandale, et le chauffeur a dû arrêter le bus, il a même failli appeler la police. Heureusement, tout le monde s'est calmé et on a pu redémarrer. Cette histoire de virus, des fois, ça fait perdre la tête aux gens. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde. Moi, j'essayais plutôt de raccrocher la lecture par rapport à notre question des refusés d'école et plutôt de la question du décrochage scolaire, hein, qui est un peu la forme contemporaine du refus d'école, même si, encore une fois, je disais, il y a plein de critiques qui peuvent être faites autour de cette catégorisation. Et ça me faisait plutôt penser à cette question-là du décrochage scolaire et des sorties précoces de scolarité et de la construction de ce problème public en France qui a favorisé deux lectures. Hein, ça, je ne sais pas si c'est une spécificité française, mais en tout cas, on a fait deux lectures de la question du décrochage scolaire qui sont deux lectures, mais qui sont faites en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'on a eu, alors je parle de lecture, on va dire politique, c'est-à-dire qu'on a lu la question du décrochage scolaire en termes de difficultés d'insertion dans la société, et notamment en termes de difficultés d'insertion professionnelle. Et puis, on a eu tendance aussi à faire une lecture sécuritaire, hein, du problème, dans le sens où on a vu dans le décrochage scolaire et les sorties précoces du système scolaire, on a vu là un ferment d'insécurité, et notamment d'insécurité urbaine. J'essayais de raccrocher plus ça à la question du décrochage scolaire, mais globalement d'accord avec toi. Donc tu as fait du raccrochage. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a... Alors on va passer le troisième film. Il y avait une question dans la discussion voilà. sur laquelle je me permets de revenir. Quelqu'un posait une question pour savoir quel était un petit peu le vécu des gens du Cardan par rapport à l'école. Alors ça nous intéresse fortement en tout cas, parce que finalement quand on s'intéresse à cette question, c'est une question complexe dont on ignore peut-être une partie des causes aujourd'hui, dans la mesure où finalement ces questions-là s'inscrivent aussi dans les trajectoires des individus et dans les contextes sociaux et scolaires qu'ils ont vécus. Donc, ce serait très intéressant d'avoir, s'ils le souhaitent, un petit peu leur témoignage. Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que quelqu'un veut en dire quelque chose avant qu'on passe le film par rapport à ça? Pourquoi? Non. Pourquoi que... Moi, je ne comprends pas que quand on est décroché de l'école, pourquoi que l'école ne fait pas quelque chose pour l'élève qui soit pris en charge, pour pas qu'il soit décroché de l'école? Je pense que les structures scolaires essaient, par exemple, le travail du conseiller principal d'éducation, c'est d'essayer effectivement de reprendre contact dès qu'un élève est absent, de savoir pourquoi, etc. Non, je crois qu'il ne faut pas dire ça. Il y a une vraie attention, une grande attention,
mais c'est pas facile. Il y a 2 partenaires. Vous ne pouvez pas obliger, jusqu'à 16 ans, vous pouvez obliger, mais il faut aller jusqu'à la police, enfin, un élève de suivre à l'école. Mais comment vous faites lorsque, même si vous avez pris toutes les solutions possibles, l'élève dit non? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut comprendre les raisons du décrochage. Oui, c'est tout à fait exact. Qu'est-ce qui fait qu'un élève, un moment, mais c'est vraiment des cas individuels chaque fois. Et ce n'est pas du tout simple à comprendre parce qu'il y a des choses qu'un élève ne voudra pas dire. Il y a un tas de raisons qui font que ça se produit. Vous savez qu'il y a environ 100 000 élèves qui sortent de l'école sans diplôme chaque année en France, ce qui est quand même un problème sérieux. Mais il y a une vraie difficulté à prendre en compte cette réalité-là et qui ne tient pas uniquement à l'institution, aux enseignants, etc., ni aux parents. Vous avez aussi les enfants qui ont leur propre liberté, si je puis dire, enfants ou adolescents, c'est plutôt à cet âge-là que ça se pose. Et comment vous faites? Vous êtes impuissant par moment. Et ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si Julien, tu veux compléter. Il coupe toujours son micro. Donc. Julien, non, on n'entendra jamais tant qu'il ne... On ne t'entend pas. Et, Alors, on m'avait censuré. Ah, c'est Myriam. Le son était coupé. Alors, il existe des dispositifs mis en place par l'Éducation nationale. Il y a tout d'abord des dispositifs de prévention, de repérage. Il y a un certain nombre de signes qui peuvent indiquer qu'un élève est vulnérable, on va dire, au décrochage, qu'il y a des risques de décrochage. Donc, il y a des dispositifs de prévention. Il y a des dispositifs aussi qu'on pourrait dire de rattrapage. Ça, c'est plutôt pour les adolescents ou jeunes adultes qui seraient sortis du système scolaire et qui peuvent justement y retourner par la suite. Et puis, il y a tout un tas de dispositifs qui sont mis en place. Je pense notamment au micro-lycée, par exemple, qui sont des dispositifs qui cherchent qui sont des structures plutôt qui accueillent des décrocheurs et qui cherchent justement à les raccrocher. Et Bruno, et comme les commentaires, ont bien souligné qu'il existait des choses, je viens de le rappeler, il y a des choses qui sont mises en place, qui sont faites. Ce n'est pas toujours facile parce que ce n'est pas que l'institution scolaire, parce qu'il faut recréer des liens entre les acteurs éducatifs dans l'école pour réinstaurer une certaine confiance. Il faut construire ou reconstruire un projet personnel spécifique à l'élève. Il faut tisser des liens avec la famille. Il faut souvent travailler en réseau aussi, en partenariat avec d'autres acteurs, non seulement dans l'école, mais aussi en général dans la ville ou dans la commune. Il faut aussi aider, il y a d'autres acteurs éducatifs, je pense aux psychologues scolaires par exemple, aider les élèves à retrouver une image de soi plus valorisante, parce qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ont connu aussi des mots décourageants, des épreuves décourageantes, et c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, en tout cas, il existe des structures qui sont un levier, mais ça reste, comme on l'a montré dans le livre, toutes ces questions de refus et de refuser d'école sont des problèmes complexes qui mettent en jeu finalement toute une palette de stratégies d'acteurs, et donc il faut réussir à coordonner tout ça. Oui, juste avant qu'on ne passe, il y a une question qui nous est posée concernant le fait que la Picardie est une des dernières de la région au niveau du baccalauréat, c'est effectivement le cas. Est-ce qu'on peut trouver des explications en dehors des formations qui étaient plutôt courtes dans la structuration scolaire en Picardie par rapport à d'autres régions? Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Est-ce qu'on peut trouver d'autres explications que le problème des formations courtes
qui, qui sont, qui sont caractéristiques de la région Picardie. Par rapport au taux de réussite au Oui, baccalauréat? par rapport au bac et de façon plus générale. Est-ce que la vache des recteurs, est-ce que tous ces éléments entrent en ligne de compte? Alors, dans le projet collectif qu'on a mené, on a essayé d'apporter des réponses toujours nuancées, distanciées et de montrer la multitude de causes. Et concernant la question du taux de réussite au baccalauréat, notamment des membres de l'équipe, je pense à Julien Mognotte, ont notamment exploité les taux de réussite depuis une cinquantaine d'années en comparant l'Académie d'Amiens d'autres académies, les scores en France. Et ce qu'on a pu observer, c'était que jusqu'aux années 70, le taux de réussite dans l'Académie d'Amiens était supérieur non seulement à la moyenne française, mais était supérieur aussi à d'autres académies. Alors comment on peut expliquer finalement le décrochage à un moment donné de l'Académie d'Amiens par rapport à la moyenne française? On peut y voir un des résultats de la massification. On peut aussi nuancer en disant que même si l'Académie d'Amiens a des résultats inférieurs à la moyenne nationale, ces résultats sont quand même en hausse depuis quelques années. Mais quand tu as trouvé, il y a forcément un faisceau de causes. Quand tu as trouvé des explications complètes, honnêtement, on les a pas encore. Et je pense qu'on ne les aura pas. C'est un faisceau, comme tu le dis, de causalité. Enfin, c'est très compliqué en sciences humaines d'arriver à trouver, ben voilà, c'est comme ça, c'est pour cette raison-là, et donc il suffit de résoudre ce problème. Si c'était aussi simple que ça, il y a longtemps que les problèmes seraient résolus, vous l'imaginez bien. On va passer à la troisième vidéo, s'il vous plaît. Tu fais comment pour prendre rendez-vous chez le docteur, toi? Moi, je passe par un coordinateur. Ils ne prennent plus de rendez-vous par téléphone, alors c'est le coordinateur qui prend mon rendez-vous par Internet. Tout se passe par Internet maintenant. Tout passe. Si t'as pas Internet, t'es fichu. T'es mort. T'es mort si t'as pas Internet. C'est pas le tout de l'avoir, il faut aussi savoir s'en servir. Si tu ne sais pas te servir d'Internet, c'est pas la peine d'avoir Internet. C'est pas la peine. Même les pompes funèbres passent par Internet. Peut-être, mais alors quand je serai mort, qui est-ce qui s'occupera de mon corps? Quand tu seras mort, tu seras mort. C'est injuste. On devrait tous être égaux devant la mort et devant Internet. Mais on ne l'est pas. Non, on est les inégaux d'Internet. Tout se fait par Internet. Tout. Regarde les étudiants. Les étudiants aujourd'hui, s'ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas de cours, ils n'ont pas de formation, ils n'ont rien. Que dalle. En ce moment, tu ne peux pas t'habiller si tu n'as pas Internet. Tu es obligé de t'habiller de la même façon tout le temps, vu qu'ils ont enroulé dans du plastique et du scotch les rayons de vêtements dans les supermarchés. Mais quand ils ont fait ça, ils n'ont pas pensé à ceux qui n'ont pas Internet. Ils n'ont pensé qu'à eux, nos dirigeants. Tous ces gens-là, à l'Élysée et au gouvernement, parce qu'ils peuvent commander des trucs sur Internet, eux. Des chemises, des pulls, des pantalons. Les présidents du monde entier sont sur Internet. Même qu'il y en a certains à qui on ferait mieux de leur couper Internet. Le Trump, par exemple. Le Trump. On aurait mieux fait de lui couper Internet dès le début. On aurait dû lui couper Internet dès qu'il est arrivé. Ça nous aurait évité tout ce déballage. Tout ça, c'est à cause d'Internet. C'est parce qu'il y a Internet qu'on s'est farci toutes ces stupidités. Il a perdu les élections et il est toujours là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le mettre dehors à la Maison-Blanche. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui mettre un bon coup de pied aux fesses pour qu'il déguerpisse. Il n'y a pas un employé, quelqu'un qui fait le ménage, le repassage ou la vaisselle, quelqu'un qui n'est pas dans son camp, qui pourrait le jeter par la fenêtre. Internet lui est complètement monté à la tête. Il ne sait même plus dans quel monde on vit. Il vit dans le monde d'Internet, lui. Il prend ses désirs pour des réalités. Parce qu'avec Internet, tu as l'impression d'être le roi du monde. Même quand tu es déjà le roi du monde. Trump, avec Internet, il a le double effet roi du monde.
Et ça, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est trop. C'est trop. C'est pour ça qu'il faut couper Internet. Il faut couper Internet et qu'on revienne tous à notre bonne vieille télé. Nos bonnes vieilles réalités. Il faut que Trump, il coupe Internet. Qu'il quitte la Maison Blanche, qu'il retourne dans sa maison à lui, qu'il aille s'asseoir dans son canapé, qu'il se fasse un café avec sa copine, qu'il allume la télé et qu'il regarde une bonne émission. La vie nous appartient, par exemple. Ou les 12 coups de midi. Ça serait parfait, ça. C'est ça qu'il lui faut à Trump. Et là, il retrouvera sa vraie vie, Trump. Il retrouvera la vie avec un grand V. La bonne vieille vie d'antan. Il va se rendre compte qu'Internet lui était monté à la tête. Comme une drogue. Un cocktail. Trump, quand il est sur Internet, c'est comme s'il faisait de la trottinette sur les trottoirs sans casque ni coudière. Trump, quand il est sur Internet, c'est comme un mec qui ferait des roues arrière en trottinette, sans casque ni coudière, sur la voie réservée aux bus. Trump, quand il est sur Internet, c'est la même chose que les mecs qui prennent le sens interdit en marche arrière. On devrait leur faire passer le permis à tous ces mecs-là. On aurait dû lui faire passer le permis trottinette à Trump. Si ça se trouve, il ne l'aurait pas eu et il n'aurait pas été président des États-Unis. Si ça se trouve. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, avez-vous étudié le lien entre le nombre d'élèves par classe et décrochage? Plus il y a d'élèves, moins les enseignants ont du temps consacré à chacun, plus les élèves tombent dans l'anonymat. Oui, certains pays font plus d'efforts. Je vous fais quand même remarquer que maintenant, on a des classes en primaire à 15 élèves, au tout début de la scolarité primaire, et pour autant, ce n'est pas aussi simple que ça. À savoir que l'échec scolaire reste une réalité, même si on réduit, si on arrive à des classes qui sont plus faciles à gérer pour un enseignant. Ça, c'est une évidence. Mais il faut être aussi prêt à, si on met des classes à 15 élèves partout dans la scolarité, ce qui est tout à fait possible, mais ça veut dire multiplier le nombre d'enseignants et donc un coût énorme pour la société. Il faut aussi l'accepter. Julien? Voilà, c'est simplement pour réagir à une question ou une remarque qui est dans le fil. Quelqu'un qui dit « Il me semble que l'école est un lieu de construction de notre social. Si l'école engendre des refusés, ne produit-elle pas dans le même temps des exclus sociaux ?» C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Et c'est un petit peu aussi l'optique du livre, dans la mesure où on a cherché à montrer en effet qu'il s'agissait d'un problème complexe, mais parfois ça arrivait que l'école elle-même engendre des refus d'école, mais c'est quand même une institution qui est aussi capable de produire, on va dire, des dispositifs pour essayer de répondre aux exclusions qu'elle a elle-même engendrées, si vous préférez, et qu'elle peut créer des exclus sociaux. Et c'est un peu la lecture qu'on a eue du problème en France, c'est-à-dire qu'on a essayé de répondre à cette question du refus d'école par l'exclusion sociale et professionnelle d'une part, mais aussi avec une lecture sécuritaire, parce qu'on a à tort ou à raison vu le problème comme un ferment d'insécurité urbaine. Merci. Quatrième, je crois qu'il reste un dernier film à passer. Je suis partie. Je suis partie à cause du racisme. Je suis partie à cause de la misère économique. Je suis partie parce que j'étais différente. Et dans ce pays, là d'où je suis partie, tout le monde n'accepte pas les différences. Je suis partie parce que toutes les richesses de mon pays étaient concentrées aux mains de quelques-uns. Ceux qui ont le pouvoir nous ont tout pris. Je suis partie parce que dans mon pays, tout le monde n'accepte pas que tu sois d'une certaine couleur, que tu aies certaines croyances ou que tu sois d'une ethnie différente. Je suis partie parce que chez moi, on kidnappe les gens et on demande des rançons que tu ne peux pas payer si tu n'as pas d'argent.
Je suis partie parce que mon enfant, comme il souffre d'un handicap, n'a aucun avenir dans un pays où on ne lui porte aucune attention. Je suis partie parce que dans le pays dans lequel je vivais, les gens étaient froids, distants, comme vaincus par une tristesse infinie. Je suis partie parce que dans mon pays, je ne pouvais pas sortir le soir toute seule. C'était trop dangereux. Je suis partie parce qu'il n'est pas normal que dans un pays, on puisse marier de force une enfant de 15 ans. Vous savez, on ne m'a rien demandé. J'ai été enlevée de ma maison comme un objet parce que 2 familles, dont la mienne, s'étaient arrangées pour me livrer aux mains d'un inconnu. Est-ce que vous imaginez cela? Est-ce que vous vous imaginez, bien au chaud, dans votre foyer, soudain, emporté, arraché, arbitrairement, autoritairement, sans que vous n'ayez absolument rien à dire? C'est impossible d'imaginer une telle brutalité. Je suis partie parce qu'il y a des histoires terribles dans les pays d'où je viens et que je ne veux pas vous les raconter parce qu'elles sont derrière moi, que je ne veux plus penser à ça. Quand je suis partie, j'ai dit non. Non, non, non. Aujourd'hui, je dis oui. Oui, 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 oui à une vie où mes journées sont douces. Oui, à une vie où ma famille est en bonne santé. Oui, à une vie où j'ai des petits problèmes, mais qui restent tout petits et qui ne viennent pas gâcher mon quotidien. J'aime les personnes ici, en France, parce qu'elles sont vivantes, heureuses, joyeuses. J'aime savoir que mes enfants sont heureux dans ce pays et qu'ils sont intégrés dans leur école. Si mes enfants sont heureux, je suis heureuse. J'aime avoir le temps de dessiner, de regarder autour de moi et de dessiner ce que je vois. J'aime écouter de la musique, des chansons. J'aime la chanson de Lara Fabian. Je t'aime comme un fou, comme un soldat. J'aime danser. J'aimerais que mon fils soit musicien, qu'il joue du piano, du violon. Mais ce que je n'aime pas, là, je dis non. Non, non, non. C'est le fait de ne pas pouvoir travailler. Je dis non parce qu'il faut attendre trop longtemps pour obtenir de papier, et sans papier, pas de travail. Et sans travail, pas d'autonomie, pas d'intégration. Aucune possibilité d'avoir son propre logement. Je dis non parce que ne pas avoir de papier, c'est trop risqué. À tout moment, la police peut débarquer chez vous et vous renvoyer dans le pays d'où vous venez, vous et vos enfants. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est fatigant de ne pas travailler. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être fatigant, de ne pas pouvoir mettre son énergie dans une activité avec les autres. C'est injuste de ne pas nous laisser travailler. Si j'avais des papiers, par exemple, je pourrais travailler dans un salon de beauté, je pourrais faire des ménages, travailler dans une banque, avoir droit à une formation. Mais comme pour l'instant, je n'ai pas de papier, je ne peux que rêver. Je m'assois sur une chaise et je pense. Et je dis oui, 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 oui à toutes les visions qui viennent m'habiter. Oui à de longues vacances sous le soleil à Nice ou à Dubaï. Oui à une grande maison avec vue sur la mer. Oui à la belle entreprise que je dirigerai. Un jour, mes rêves deviendront réalité, même si ici, comme dans n'importe quel pays, nous sommes tous inégaux, comme les 5 doigts de la main. Eh bien, je trouve que c'est un très beau texte parce qu'à la fois, il indique les situations difficiles, un espoir, et ça donne un espoir en France, en même temps les difficultés réelles d'insertion d'un certain nombre de personnes dans le pays. Et je trouve que ça fait bien la synthèse de l'ensemble. Mais ça permet aussi de ne pas trop noircir notre propre tableau et d'éviter, parce que si on compare avec un certain nombre d'autres pays, on s'apercevra que ça fonctionne plutôt correctement. Julien, tu veux dire un mot, puis après on va laisser peut-être au Cardan une dernière question et on redonnera la parole à la régie avec Myriam. Très beau texte hein, qui montre voilà, tout un tas de difficultés qu'on ne nie pas, qui évoque tout au début une question qu'on a peu évoquée, c'est la question du handicap. Et notamment dans l'ouvrage, on évoque cette question et notamment de la longue marche vers l'inclusion des élèves en situation de handicap dans l'éducation nationale parce qu'ils ont dans l'histoire dépendé
structures spécialisées aux marges de l'école. Et on a cherché depuis maintenant plusieurs années, et notamment depuis 2005 plus récemment, à chercher et inventer les conditions pédagogiques qui permettaient de ne plus les exclure. Voilà, je crois peut-être que la salle a des questions ou une réflexion. Moi, j'en aurais plein. Une au moins. Plein, non, mais c'est surtout vis-à-vis de Bruno Poussé sur les remarques un peu abruptes sur nos textes. Mais juste pour repréciser que les textes qui ont été présentés là, et il y en a encore un, ils ont été rédigés par des auteurs de théâtre, que normalement, il y a plusieurs voix, il n'y avait qu'un lecteur à chaque fois, mais c'est des textes à plusieurs voix, que le sujet de la discussion, c'était les deux mots que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire le reflux et la transmission, qu'on a fait le choix, nous, de ne pas s'attaquer à la question de l'histoire scolaire de chacun, parce que souvent elle n'est pas simple et que je ne pense pas que ce soit simple d'exposer à la caméra devant deux savants universitaires le parcours individuel qu'on a pu avoir et les accidents qui ont pu rencontrer. Après, juste sur moi, ce que j'ai entendu de la discussion et des questions qui étaient posées, des réponses qui étaient fournies, c'était bien sûr en particulier sur la question du décrochage scolaire. Je pense que la question posée par Marc Joseph, elle était pas de dire que l'école ne faisait pas, elle était de poser la question de fond, c'est-à-dire, mais je pense que vous l'avez très bien posée. Haut potentiel, bas potentiel, pour moi, c'est résolu. C'est-à-dire que vous avez, que la question, elle se traite du point de vue des potentialités scolaires des individus et pas du tout des potentialités humaines de chacun. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des remarques dans la salle. Il n'y a pas de remarques. Pas de remarques. Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on va en rester là, parce que sans ça, on va être épuisé par le travail que les uns et les autres ont produit. Voilà un peu, c'était pas évident, ça a été possible de faire un échange entre les universitaires et puis des personnes qui essaient de construire leur existence au mieux. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Merci. Et merci surtout à tous ceux qui ont participé, qui ont organisé. Je pense à l'antenne de Lille de Cité Philo et puis au Cardan et ses responsables. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. On dit tous merci.